Bonsoir, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir dans une situation un peu particulière vu les circonstances. Comme vous le savez, il a fallu s'adapter. C'est une campagne qui a été très longue. Nous sommes dans les derniers jours et en fin de compte, on a souhaité répondre à toutes vos questions. Donc c'est un peu l'exercice qu'on va faire maintenant à partir de 19 heures. Donc c'est important pour nous parce que c'est difficile de ne pas échanger de façon présentielle, mais on va essayer de répondre à l'ensemble de vos interrogations. Alors avant toute chose, je voulais vous présenter les deux personnes qui m'accompagnent ce soir, qui vont être un petit peu les relais de vos questions. Ces deux personnes qui sont sur ma liste, c'est la numéro 2 et le numéro 3. La numéro 2, c'est Annabelle Garand, docteur Annabelle Garand, qui est vétérinaire dans le quartier La Jarige et qui habite le Guésy. Et puis Christophe Mathieu qui, lui, habite à Escoublac et qui est sapeur-pompier au centre de secours de la Baule-Guérande. Donc voilà, ces deux personnes vont être avec moi ce soir pour essayer d'être le relais de toutes vos interrogations. Moi, un petit mot introductif pour vraiment vous laisser la parole ce soir. D'abord, comme vous savez, ça fait longtemps qu'on est en campagne, ça fait plus de 3 ans. On a fait un projet qui est un projet très important parce que c'est un projet qui a été réalisé en coproduction, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire en co-construction avec l'ensemble des Baulois. Au départ, on était parti avec une association qui s'appelle La Baule Audacieuse. Et avec tous ces ateliers, ça nous a permis de faire un programme de 24 pages. 24 pages, c'est un programme qu'on le respecte et que le respectera parce que c'est un contrat avec vous tous, un contrat essentiel et précis sur tous les sujets. Il y a aussi bien le sujet sécurité qui est primordial, qui est un sujet, bien sûr, avec le renforcement des moyens de la police municipale, avec le développement de la vidéoprotection, mais aussi de nouvelles idées. J'ai eu l'occasion d'annoncer aujourd'hui une possibilité de pouvoir installer chez les commerçants des boîtiers d'alerte en cas de problème, qui permettrait comme ça de mobiliser tout de suite les forces de sécurité et notamment aussi orienter les caméras vers le commerce qui pourrait avoir des problèmes. Je reviendrai sans doute sur ces sujets. D'autres sujets, le sujet santé, bien sûr, avec la création des maisons médicales. Nous sommes touchés par la désertification médicale, comme vous le savez. Même à la Baule, il y a des difficultés pour trouver des médecins généralistes et notamment des médecins aussi spécialistes. Donc il faut vraiment qu'on mette des moyens en la matière. Et puis d'autres questions, la question des transports, avec tout l'enjeu de la voirie. Quel Baulois ne me parle pas de la voirie pour me dire qu'il faut l'améliorer? Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'investissements de fait, mais il faut continuer cet investissement parce qu'il est essentiel. Et puis dans le domaine de la voirie, vous avez tous les enjeux de pistes cyclables. Comme vous savez, il faut qu'on double le nombre de pistes cyclables. On a une ville merveilleuse, mais il faut qu'on puisse en profiter en déplacement doux, comme on dit aujourd'hui. Et puis, bien sûr, aussi relier tous nos quartiers. La Baule a plein de quartiers, de nombreux quartiers assez distanciés. Et donc, il faudra qu'on mette en place 3 navettes électriques qui permettront de relier tous ces quartiers. Vous connaissez déjà, il y en a une l'été, c'est la navette électrique qui se promène autour du centre de la Baule. Autre sujet essentiel, l'environnement. On en reparlera, j'espère, et vous aurez des questions sur ce sujet. L'environnement, c'est vraiment pour nous un enjeu majeur parce que c'est un enjeu, quand on a la chance de vivre au bord de la mer, on a un écosystème marin particulier et il faut préserver à la fois notre patrimoine végétal, mais aussi notre patrimoine marin, et puis avoir une qualité de vie qui est connue à travers le monde et qu'il faut préserver. Enfin, un autre sujet qui n'est pas anodin, qui est les finances. C'est bien de faire une campagne, mais il faut pouvoir assumer la responsabilité des engagements que l'on fait. Et comme vous savez, j'ai pris un engagement, c'est de ne pas augmenter la fiscalité locale. Et à partir de ce moment-là, il faut essayer, bien sûr, de maîtriser à la fois des enjeux financiers qui vont venir de l'extérieur. Il va falloir aller chercher de l'argent à l'extérieur, aussi bien auprès des collectivités locales. Comme vous savez, je suis conseiller régional, ça peut m'aider, mais aussi au niveau du conseil départemental, au niveau de l'État, au niveau de l'Europe, notamment sur un projet qui sera un projet essentiel, qui est celui de la promenade de mer. Je pense que vous aurez des questions aussi sur ce thème. Et puis, autre thème essentiel, l'action sociale. Il faut vraiment qu'on puisse avoir une ville qui soit abordable pour tout le monde, notamment, je pense, aux primo-accédants. Comme vous savez, on a une population qui vieillit, et il faut aussi la rajeunir, il faut qu'il y ait des relais, c'est important pour tout le monde, et donc il faut qu'on puisse avoir des logements qui puissent être accessibles sur tout le territoire. Enfin, dernier point, et on y reviendra, c'est l'économie. C'est important, c'est même essentiel, parce que nous sommes confrontés maintenant à une crise économique à la suite de cette crise du Covid, et donc il faudra des mesures à la fois pour le commerce local, mais aussi pour le dynamiser, tout le secteur économique de la Baule. Alors, à partir de ce programme que nous avons présenté, nous avons rajouté
16 mesures supplémentaires. Pourquoi 16 mesures? Ça aurait pu être 15, ça aurait pu être 17, mais c'est surtout qu'on a voulu répondre à l'enjeu que nous a amené cette période de confinement qui a créé bien sûr une crise sanitaire, mais aussi une crise économique et j'espère pas une crise sociale. Et donc il a fallu répondre. Donc nous avons diffusé un document à 15 000 exemplaires qui doit être en ce moment dans vos boîtes aux lettres où nous avons énuméré l'ensemble des 16 mesures, des mesures qui sont essentielles, qui sont à la fois le guichet unique pour les entreprises, parce qu'il va falloir accompagner les entreprises qui vont être en difficulté dans les semaines et les mois à venir. Il ne faut pas penser que tout va s'arrêter après la crise sanitaire. Il y aura bien sûr des conséquences au niveau économique. Nous avons aussi des enjeux pour les restaurants de plage, par exemple, où il va falloir voir avec Veolia quelles mesures ils vont prendre pour essayer de les accompagner dans les difficultés qu'ils rencontreront après la haute saison. Et puis, des enjeux de tourisme d'affaires. Vous savez que notre ville a un centre des congrès, Atlantia, et ce projet et tous ces enjeux de tourisme d'affaires, ça se travaille maintenant pour notamment la basse saison. C'est essentiel pour la vie à l'année de notre commune. Donc voilà, on aura vraiment à évoquer l'ensemble des sujets. Je compte vraiment sur vos questions. Je crois que l'adresse s'affiche en bas de l'écran. On aura aussi des enjeux sur la santé. Je pense notamment à la veille et à l'information. C'est vrai qu'à partir du moment où on a vu cette crise de très près au niveau sanitaire, qu'est-ce qui s'est passé? On n'avait pas toutes les données. Même si l'Agence régionale de santé a ces données, nous n'avions pas des données localisées sur la Baule. Il faut qu'on suive vraiment en temps réel ce qui se passe en matière de cancer, ce qui se passe dans le domaine, bien sûr, du Covid et tous les enjeux sanitaires, parce que c'est vraiment important d'avoir les bons diagnostics pour apporter les bons remèdes. Et puis, dernier point, la lutte contre la pollution. Comme vous savez, le Covid a amené aussi parfois des gestes d'incivilité. Il va falloir qu'on lutte contre ça, sans doute augmenter le nombre de poubelles, par exemple, parce que les gens ont besoin de jeter à un endroit précis, et notamment tout ce qui est masque, tout ce qui est lingette, et tout ce qui est outils pour lutter contre le Covid. Et voilà un petit peu les différents points sur lesquels on vous attend, sur lesquels on est prêt à répondre. Je pense aux mesures immédiates que l'on prendra aussi en matière de vélo électrique. Nous comptons doubler le nombre de parcs de vélos électriques dès cet été. Vous savez, vous voyez de temps en temps dans la ville des petits vélos bleus. Et ces vélos bleus, il va falloir qu'on les multiplie pour que vous puissiez pouvoir vous déplacer facilement. Le vélo électrique, c'est formidable, ça permet de réduire les distances et donc à chacun de pouvoir utiliser un déplacement doux, non polluant. Voilà un petit peu les différents points. Donc, je vais attendre vos questions. Je crois qu'il y en a déjà énormément qui arrivent. Ça me fait énormément plaisir parce que c'est vraiment important qu'on interagisse avec vous dans cet exercice qui n'est pas simple parce que nous sépare la technologie. Mais on aura l'occasion de se revoir, j'espère, la semaine prochaine dans un grand meeting, grande réunion publique, la présentielle, à Escou Black, le jeudi prochain. Ça permettra à partir de 19h là, de se voir en prenant bien sûr les mesures de distanciation physique, comme on dit en ce moment, qui sont indispensables pour éviter que la maladie se propage s'il devait y avoir un retour vers le confinement, ce que je n'espère pas. Alors Annabelle, peut-être si tu as des questions, ou Christophe, hein, comme vous souhaitez, n'hésitez pas. Moi, je vais essayer d'y répondre sans filet, comme on dit, avec beaucoup de plaisir. Bonsoir à tous. Écoutez, je suis ravie d'être avec vous ce soir pour un exercice inédit et pour une grande première pour moi aussi face aux caméras. Comme le disait Franck, en fait, le débat, c'est vous qui allez le créer ce soir en nous envoyant vos questions à contact@labauleavecfranclouvrier.fr. Et Christophe et moi, nous avons nos portables, tout simplement parce que nous recevons vos questions en direct et nous allons tâcher de les retranscrire et donc d'y répondre tous ensemble. Donc, je vais commencer par une priorité de tous les Baulois qui est de l'incivilité dans notre ville. Du coup, Philippe nous interpelle savoir quelles mesures nous avons prévues pour lutter contre ces incivilités qui se multiplient et qui grandissent dans notre ville, particulièrement sur l'avenue de Gaulle. Bon, c'est vrai qu'on a vu que sur ces derniers week-ends, des sujets un peu compliqués étaient à gérer en matière de sécurité. Donc j'ai décidé avec toute l'équipe de prendre une mesure que l'on a annoncée ce matin sur une radio locale, c'est de mettre en place des boîtiers d'alerte chez les commerçants qui permettront, quand ils se sentiront agressés, quand ils se sentiront attaqués, d'appuyer sur un bouton et de pouvoir alerter à la fois les services de la police municipale, de la police nationale ou de la sécurité privée et aussi technologiquement, si c'est possible, d'orienter les caméras à l'endroit où se passeront ces difficultés. Je pense que c'est important que nos commerçants se sentent en sécurité et on le voit bien sur les avenues commerçantes, comme tu disais Annabelle, et notamment l'avenue de Gaulle. Parfois, il y a des week-ends un peu difficiles et il faut pouvoir les aider.
bien sûr, tout ça s'installe aussi dans le projet plus global du renforcement des moyens humains de la police municipale et puis du renforcement de l'équipement de la police municipale. Il faut qu'ils puissent être là sur le terrain et eux aussi se sentir en sécurité parce que notre devoir, c'est aussi les protéger. Ils nous protègent, mais il faut aussi on les protège. Donc voilà, on est vraiment, c'est un sujet de préoccupation permanente qui est un sujet essentiel pour à la fois notre attractivité, parce qu'il n'est pas question qu'on soit dans les pages faits divers. Il faut qu'on reste dans les pages tourisme, il faut qu'on reste dans les pages bien-être de la presse. Et donc, il faut qu'on soit très vigilant là-dessus. Et quand on voit aujourd'hui le développement de l'insécurité à quelques dizaines, si ce n'est centaines de kilomètres d'ici, vous savez, je prends toujours cet exemple, c'est comme le nuage de Tchernobyl, ça ne s'arrête pas à mi-parcours, c'est-à-dire au niveau de Savenay. Je pense qu'il faut vraiment qu'on s'équipe parce qu'on sait très bien que l'explosion de la délinquance, notamment en métropole nantaise et parfois dans l'agglomération nazérienne, peut avoir des conséquences chez nous. Et donc, c'est à nous d'être préventifs en la matière et de ne pas attendre les difficultés. Eh bien, moi, bonsoir à tous. Content d'être avec vous aussi, une grande première. Et j'ai une question de Robert pour la réorganisation du front de mer. Importante réorganisation. Ça, c'est un enjeu. Alors, je ne veux pas que ce soit l'éternelle variable d'ajustement du programme municipal. Je pense vraiment qu'il faut qu'on y mette les moyens. Et même s'il y a d'autres priorités, je pense que celles-ci en font partie parce que ces priorités des réaménagements, elles sont essentielles à deux titres. D'abord parce que c'est notre vitrine. C'est notre vitrine. Comme vous savez, les gens, quand ils viennent à la Baule, la première chose qu'ils font, en général, c'est d'aller vers la mer. Et donc, il faut qu'on ait une promenade de mer, plutôt, je préfère cette expression, plutôt que Remblai ou boulevard, une promenade de mer attractive. Et puis aussi, c'est un enjeu environnemental. Comme vous savez, il faut qu'on soit capable de réagir aux submersions. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas, donc il y a vraiment un réaménagement à faire global. Alors, il y a déjà eu des études qui ont été faites, il n'y a pas très longtemps. Il y a déjà le travail qui a été un petit peu avancé en la matière, mais il faudra qu'on prenne des décisions importantes, notamment en matière, bien sûr, de circulation, avec 2 voies obligatoires, parce que tu es bien placé pour le savoir, ce sont des voies pompiers, et donc c'est des voies de sortie et d'entrée pour cette zone-là. Et puis aussi, il y aura un gros travail à faire en matière de financement, parce qu'il n'est pas question d'augmenter la pression fiscale des Baulois. Et donc, à partir de ce moment-là, il faudra qu'on aille chercher, et vraiment chercher, des financements à la fois à la région, à la fois sans doute au conseil départemental, mais aussi au niveau européen. Et si notre projet n'est pas à dimension européenne, on n'aura pas de financement européen. Et donc là, il y a vraiment un travail très important de donner cette dimension européenne à ce projet, notamment en matière environnementale. Je pense à des innovations qu'il faut que l'on mette sur ce Remblai pour qu'on permette de pouvoir avoir ces financements. Je pense en la matière, par exemple, des captations de lumière écologiques, qui prennent en compte les enjeux environnementaux. Je pense aussi à pouvoir installer des grands écrans sur la promenade de mer pour que lorsqu'il y a des manifestations nautiques, on puisse de temps en temps pouvoir les suivre sur grand écran, qui sont démontables bien sûr, mais qu'on puisse les suivre, ces événements nautiques. En fin de compte, retourner peut-être un petit peu aussi la Baule vers la mer. Et je pense que là, s'il y a des travaux de fait sur ce Remblai, ils seront importants. Il faudra qu'on prenne à la fois l'enjeu esthétique, mais aussi l'enjeu environnemental et bien sûr l'enjeu financier qui va être un travail de longue haleine. C'est pour ça que notre liste, elle est candidate pour 2 mandats. Si vous nous faites confiance sur ce premier mandat, je pense qu'on se donne comme projection de pouvoir avoir un projet qui sera à cheval sur 2 mandats. Vous imaginez bien, il va falloir travailler avec Pornichet, il va falloir travailler avec le Pouliguen. Et donc, on a là un travail important qui sera long, parce qu'il faudra le faire avec de la concertation. Oui. D'ailleurs, pour cette réflexion de la promenade de mer, nous avons dans notre équipe Sophie Minsard, qui du coup s'est occupée de la réflexion du programme de mer de Saint-Nazaire et qui donc a toutes les compétences et l'expérience sur ce domaine. Pour rebondir également sur ces grands projets de réaménagement, nous avons une question de Françoise concernant la voirie, qui est un autre grand problème de notre ville. Et donc Françoise veut tout simplement savoir ce que nous prévoyons pour la voirie à la Baule. Bon, la voirie, c'est un enjeu aussi majeur. Comme vous savez, il y a déjà plus de 10 millions d'euros par an qui sont consacrés dans ce domaine, mais il faut qu'on continue à investir. La Baule est une ville particulière parce que c'est une ville une ville-jardin au bord de l'océan. Et donc, il y a des avenues où il n'y a pas de trottoir. Il y a des avenues qui sont abîmées par le fait des racines des pins. Et donc, tous ces enjeux-là font qu'il faut qu'on investisse énormément et dans tous les quartiers.
tu habites le Gezi, moi aussi maintenant. Je vois souvent dans ce quartier des avenues défoncées, des trottoirs qui sont en mauvais état. Donc il faut vraiment qu'on mette les moyens. Et il faut qu'on mette les moyens à la fois en matière de réfection, mais aussi en matière de circulation, qu'il y ait des plans de circulation cohérents. Parce que la voirie, c'est l'enfouissement des réseaux. C'est pas très beau de voir tous ces fils. Il y a certaines avenues où il y a plus de 20 à 30 fils qui passent au-dessus des maisons. Et puis, il y a aussi tout l'enjeu de la régulation de la vitesse. Et là aussi, dans des quartiers comme le quartier La Jarige ou dans les quartiers comme le Gezi, on a besoin de réguler la vitesse. Donc la voirie, c'est un enjeu qui n'est pas uniquement un enjeu esthétique, c'est aussi un enjeu de sécurité. Et c'est pour ça que ça fera partie sans doute l'une des priorités de notre mandat. Une question par rapport à l'ensablement de la baie. Grande question. Oui, alors ça, l'ensablement de la baie, c'est une préoccupation permanente et continue. Parce que l'ensablement de la baie, c'est à la fois pas de la compétence municipale directe et c'est quand même en face de nous tous les jours. Donc il faut qu'on prenne des décisions importantes. Et par là même, j'ai souhaité mettre en place un comité pour l'environnement marin. Parce que ce sont des compétences extra-municipales et pour des compétences extra-municipales, il faut des gens de dimension extra-municipale. Et donc c'est pour ça que j'ai demandé à François Dupont, l'amiral François Dupont, que vous connaissez peut-être de nom, qui a été à la fois patron du sous-marin le Triomphant, mais qui a été aussi chef d'état-major particulier du ministre de la Défense, qui a tous les réseaux et toutes les connexions pour essayer de travailler sur ces enjeux qui sont au-delà des compétences municipales, c'est-à-dire c'est à la fois les affaires maritimes, c'est l'État. Et donc, toutes ces compétences-là, il faut avoir les réseaux pour pouvoir essayer de travailler. Mais pour ce Conseil pour l'environnement marin, qui sera constitué, bien sûr, présidé par l'amiral François Dupont, mais aussi de navigateurs, de professionnels du tourisme, mais aussi de gens sensibles à la protection de l'environnement, on aura les enjeux portuaires, qui feront partie aussi de la feuille de route du Conseil pour l'environnement marin. On aura les enjeux qui sont des enjeux de pollution de la mer, la pollution des océans, et comme vous savez, c'est vraiment une préoccupation permanente aujourd'hui de voir l'invasion du plastique sur nos océans, et notamment sur l'océan Atlantique. Donc voilà, donc ces éléments-là feront que ce Conseil pour l'environnement marin se chargera de l'ensemble de ces questions et il essaiera d'y apporter des réponses. Il sera missionné par le Conseil municipal pour apporter des réponses précises et efficaces pour répondre, bien sûr, à ces enjeux qui sont des enjeux pas toujours de l'année ou des 6 ans, ce sont des enjeux des décennies à venir. Oui. C'est au tour de Annabelle. Ça va être à moi de poser une question. Alors, les questions s'enchaînent peut-être sans ordre très très logique, mais on les prend au fur et à mesure. Donc, nous nous adaptons. Donc là, Bertrand nous rebondit en fait sur le projet de rénovation du front de mer et pense notamment au budget et au financement de tous les projets que nous avons annoncés dans notre programme et se demande comment nous allons donc pouvoir financer tout ça. Bon, il a raison Bertrand, parce que c'est vrai que ce sont des dépenses très importantes. C'est pour ça que je parlais de financement croisé et la possibilité de s'appuyer sur d'autres collectivités. Mais au-delà de ça, la promenade de mer, c'est 30 à 40 millions d'euros. C'est dans une enveloppe à peu près de cette dimension. Donc vous imaginez l'importance de l'enjeu. Donc nous, comme on a pris comme engagement de ne pas augmenter la fiscalité locale, bien sûr, on s'appuiera sur l'emprunt. C'est vrai qu'en ce moment, on a tout intérêt à emprunter. Nous avons une ville qui est saine en matière financière. Et donc, nous avons la capacité d'emprunt. On peut emprunter à des taux très réduits en ce moment. Et ça fait partie, bien sûr, des engagements. À partir du moment où vous ne pouvez pas augmenter la pression fiscale, eh bien, vous empruntez. Et comme la ville est peu endettée, je pense que c'est important qu'elle commence à avoir quelques emprunts parce que la période impose l'emprunt. Et à partir de ce moment-là, on pourra investir à la fois dans la voirie, à la fois dans la promenade de mer et dans ces enjeux importants. Alors moi, j'ai une question d'actualité. Les incivilités de la part de Philippe sont grandissantes dans toutes les villes de France et la Baule ne va pas avoir une petite bulle spéciale. Donc, qu'est-ce que l'équipe compte faire ? Bon, j'en ai parlé tout à l'heure, à la fois le renforcement de la police municipale en matière d'effectifs, aussi sur les tranches horaires, parce qu'une police municipale qui travaille aux heures administratives, ce n'est pas toujours là où ils ont leurs clients habituels, donc il faut peut-être élargir la plage horaire de leur présence et puis leur donner plus de moyens et notamment s'appuyer sur les moyens de vidéoprotection qui sont essentiels.
Comme vous savez, il y a beaucoup de villes qui ont investi en vidéoprotection. Ça aide beaucoup pour les interventions. Je vais parler tout à l'heure du boîtier d'alerte qui sera installé si les commerçants le souhaitent chez eux. Et puis, je pense qu'il faut qu'on ait parfois à répondre sur les incivilités quotidiennes qui exaspèrent l'ensemble des Bauloises et des Baulois. Je pense notamment au bruit. Le bruit sur le remblai, parfois avec des deux roues qui font un bruit bien au-dessus des décibels acceptables. Aujourd'hui, il y a un test qui est fait, notamment en région Île-de-France et en Bretagne, sur des radars anti-bruit. Je pense que c'est intéressant de pouvoir tester ça aussi sur nos grandes voies, parce que le radar anti-bruit, ça permet quand même d'être plus vigilant et répondre aussi à ces préoccupations qui ne sont pas toujours des incivilités qui attaquent la personne, mais qui exaspèrent la vie quotidienne. Oui, tu viens de répondre à une remarque que Colette nous avait fait, effectivement, savoir ce que nous souhaitions faire justement pour contrôler ces nuisances sonores, notamment au niveau du remblai. Et Colette nous interpelle également sur la sécurité routière au sens large et notamment ce que nous comptions faire pour limiter la vitesse et sécuriser également les pistes cyclables. Oui, ça c'est un enjeu. Comme on veut doubler le nombre de pistes cyclables, il faut à tout prix qu'on sécurise les pistes cyclables et notamment celles qui ont accès près des établissements scolaires. Parce que là aussi, on est dans une difficulté, c'est que souvent on a des pistes cyclables qui aboutissent nulle part. Donc il faut qu'il y ait une cohérence dans le plan. Et cette cohérence-là, elle doit s'appuyer à la fois sur les réseaux qui existent aujourd'hui, Vélocéan par exemple, mais aussi sur les réseaux qui sont protégés et puis sur ceux qui peuvent être mis en place. Je pense notamment dans certains quartiers où on s'aperçoit qu'il n'y a pas assez de pistes cyclables. Donc il faut les protéger et ralentir bien sûr la vitesse, notamment dans certaines périodes. Parce que comme vous savez, notre ville, c'est une ville qui fonctionne avec la haute et la basse saison. C'est une ville qui passe de 17 000 habitants à plus de 150 000 habitants. Elle est très élastique. Ça fait partie des rares villes à avoir un coefficient multiplicateur par 10. Et donc, ces enjeux-là ont bien sûr des conséquences, et notamment sur la circulation. Vous ne pouvez peut-être pas prendre les mêmes règles en plein été, où on est plus de 150 000, et en hiver, où on est plutôt entre nous, autour de 15 ou 17 000. Donc, il faut aussi s'adapter. Vous savez, je pense que dans une politique municipale, ce qui compte, c'est le coût humain. C'est de ne pas décider la même règle du 1er janvier au 31 décembre. Sinon, vous n'y arrivez pas, parce que la particularité de cette ville, c'est justement sa capacité à s'adapter, à accepter des gens qui viennent en vacances, parce que ça fait partie de notre modèle. Nous sommes une ville balnéaire, mais aussi de pouvoir profiter très agréablement des infrastructures quand on est moins nombreux. Et c'est vrai qu'on a des infrastructures pour une ville classée entre 40 000 et 80 000, et ce n'est pas désagréable quand on est 17 000 et qu'on y vit au quotidien. Donc voilà, il faut prendre en compte tous ces enjeux-là et ne pas être rigide du début jusqu'à la fin. Penser qu'à un moment donné, c'est vrai que les règles sont plus difficiles l'été que l'hiver. C'est vrai. Alors là, on revient un peu sur le front de mer. On a une question d'Armel sur la montée des eaux. C'est une question qui est quand même assez importante. On a eu plusieurs catastrophes. Et c'est vrai que les gens se posent la question, le front de mer, on va le refaire, mais est-ce qu'on va éviter la montée des eaux avec ou est-ce qu'on va... Donc, c'est une question vaste. C'est une question importante parce que quand on parle souvent de la refonte du front de mer, la refonte de la promenade de mer, on pense tout de suite esthétique. On pense aménagement. Mais d'abord, c'est une priorité environnementale. Il faut qu'on s'adapte aux normes Xynthia. Tu parlais des catastrophes. On a eu la catastrophe Xynthia ici sur nos côtes. Et il faut qu'on soit adapté par rapport à ces normes-là. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, c'est déjà la première priorité. C'est de pouvoir s'adapter aux normes Xynthia. Vous savez, la montée des eaux, ça existe. Et ça existe aussi chez nous. Et donc, à partir de ce moment-là, on doit prendre en compte cette évolution naturelle et environnementale pour permettre d'adapter notre promenade de mer aux impératifs écologiques. Alors c'est vrai que du coup notre promenade de mer et notre plus belle baie d'Europe fait partie de notre patrimoine que nous souhaitons donc préserver et remettre en valeur avec la réaffection de la promenade de mer. Et Pascal, du coup, sur ce patrimoine architectural baulois, se demande du coup comment nous comptions protéger du coup ce patrimoine qui constitue finalement un petit peu notre trésor également. Oui, c'est vrai. On a tous notre jugement urbanistique sur ce front de mer. Et parfois, on peut regretter certaines choses, mais le mal est fait. Et donc maintenant, il faut prendre en compte notre situation urbanistique. Alors, il y a une architecture balnéaire, et à la Baule, elle est très variée. On passe du landais au basque, du basque au breton, du breton à parfois des constructions un peu hétéroclites.
Donc, il faut s'adapter par rapport à ça, mais surtout qu'il faut qu'on préserve notre patrimoine architectural. Dans mon équipe, j'ai quelqu'un qui est présidente d'une association de protection du patrimoine architectural, qui est avocat, et Caroline Glon, elle est très vigilante sur ce sujet, et je pense que dans l'équipe urbanistique, tu as parlé tout à l'heure de Sophie Massard, qui est architecte urbaniste, mais j'aurai aussi Caroline, qui permettra de veiller à la protection de notre environnement, parce qu'on ne peut plus détruire nos bijoux, on ne peut plus détruire notre architecture, c'est plus possible. Donc il faut le prendre en compte, il faut bien sûr l'adapter au monde d'aujourd'hui, parce que les maisons dans lesquelles on vivait au début du XXe siècle ne sont plus adaptées à la vie d'aujourd'hui, mais il faut vraiment être vigilant à la protection de notre patrimoine architectural. Ça fait partie aussi de l'identité de la Baule. Alors moi j'ai une question. J'ai une question de Jean-François. Reprendre la gestion directe de la restauration municipale. C'est dans le programme, tout au départ, et c'est vrai que ça te tient à cœur. Oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui est une particularité peut-être dans ce programme, mais je veux reprendre en gestion directe, c'est-à-dire municipaliser la restauration collective. Alors pourquoi ? Je n'ai pas eu des envies de tout municipaliser, c'est pas ça l'idée, mais c'est sans doute de reprendre en main une qualité alimentaire. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a donné ça, bien sûr, à des prestataires qui n'ont pas toujours les priorités que l'on souhaite, c'est-à-dire à la fois dans le circuit court. Moi, je veux que nos plus jeunes puissent manger de la viande de Brière plutôt que de la viande qui vient de l'autre bout de l'Europe. Je préfère aussi qu'ils mangent des tomates ou des fraises d'ici plutôt que des fraises qui viennent de plusieurs centaines de kilomètres. Et puis, je veux aussi qu'on ait vraiment une volonté de vouloir faire de la pédagogie en la matière. Je veux qu'on comprenne qu'on ne peut pas manger des fruits, les mêmes fruits toute l'année. Et donc ça fait partie aussi des missions de service public. Et il y a beaucoup de villes qui ont repris en régie directe leur restauration, et ce sera le cas pour la Baule. Le contrat qui était fait avec le prestataire se terminera l'année prochaine, et ça nous permettra à ce moment-là, bien sûr, de réinstaller une cantine centrale et de reprendre le personnel qui est déjà utilisé, bien sûr, et qui, je dirais, œuvre pour la cantine d'aujourd'hui, et de le reprendre à la mairie pour gérer tout ça au mieux. Mais c'est essentiel parce que, vous savez, ça fait partie aussi de notre art de vivre. Et l'attractivité de la Baule, on n'en a pas parlé, mais elle compte, et elle compte aussi dans ses offres. Et ces offres culinaires sont essentielles pour permettre de se dire qu'à la Baule, on vit bien et on aime cette qualité de vie. Tu parlais d'attractivité, effectivement, de notre jolie ville. Un point fort, parce que nous sommes quand même une ville touristique, consiste aussi l'attractivité culturelle que nous pouvons proposer à la fois pour les touristes qui viennent nous rendre visite, mais également pour tous les Bauloises et toutes les Baulois. Savoir qu'est-ce que nous comptions faire au niveau de la culture. Oui, quand on est une ville balnéaire, on doit avoir une politique culturelle forte. Et ça, il faut bien le comprendre, parce que quand on accueille plus de 150 000 personnes sur certaines périodes de l'année, il est normal qu'on ait une offre culturelle puissante. Et puis, il faut que les gens, l'hiver, puissent avoir aussi la possibilité de pouvoir s'évader. D'autant plus dans les périodes dans lesquelles on vit, qui sont des périodes de crise, où la culture est essentielle pour à la fois l'évasion, pour à la fois le recul, pour bien sûr pouvoir imaginer pas uniquement le monde sous l'angle économique ou sous l'angle social. Et donc, la politique culturelle de la ville doit être soutenue. Elle doit être soutenue alors, à plusieurs titres. D'abord, à court terme, comme vous savez, on a été obligé d'annuler énormément de manifestations pour cet été, et j'en suis vraiment navré, parce que je pense que les manifestations culturelles sont vraiment indispensables à l'été. On ne peut pas uniquement raisonner de façon sportive, on ne peut pas uniquement raisonner de façon festive. Il faut aussi qu'on ait une ambiance culturelle. Alors, on a quelques manifestations qu'on pourra maintenir, mais on a pris la décision de prendre le premier étage du passage du Royal, dans le quartier du Casino, qui est malheureusement déserté aujourd'hui. Il y a toujours des magasins, bien sûr, au rez-de-chaussée, et le transformer en espace culturel éphémère pour cet été. Ça permettra comme ça de l'animation dans cette galerie, et puis ça nous permettra d'avoir un espace supplémentaire pour faire des expositions à la fois de peinture, peut-être des rencontres littéraires, etc., etc. Donc ça, j'y compte beaucoup. On verra après ce qu'on en fera de cet espace-là. Est-ce que ce sera peut-être un élément de plus d'offres pour le centre des congrès, qui permettra comme ça d'avoir une ouverture face à la mer. On en discutera, mais je veux vraiment qu'on puisse développer rapidement des offres culturelles supplémentaires. Comme on a de l'espace, on pourra respecter comme ça la distanciation
qui s'impose dans la période que nous vivons. Et puis, on doit avoir une politique culturelle forte. Je passe, par exemple, en matière théâtrale. Nous avons des troupes de théâtre, notamment une à Escoublac, qui est de grande qualité. Il faut qu'ils aient la possibilité de pouvoir se déployer. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, nous créons un théâtre dans le quartier d'Escoublac, parce que je pense que là aussi, le théâtre, c'est toutes les générations, c'est tous les styles, et il faut vraiment qu'on s'y mette. Et puis, il y aura d'autres projets en matière de danse. On a bien sûr le Festival du film et de musique, qui est une réussite. On est à la 7e édition, il faut continuer à le soutenir, parce qu'il commence à être reconnu au niveau national et international. Ouais, c'est long d'installer un festival. Nous sommes en concurrence avec de nombreux autres festivals. Donc, il commence à s'installer, donc il faut le soutenir. Je crois que cette année, il y a un grand compositeur qui est Philippe Sard, qui va être mis à l'honneur, qui est un compositeur français de grands films, notamment de Force Sagan. Et toutes ces ambitions au niveau cinématographique sont importantes, parce que nous sommes une ville qui a besoin à la fois d'une offre culturelle variée et diverse. Je voulais juste, avant que Christophe enchaîne sur la prochaine question, effectivement rebondir sur notre projet de création d'une nouvelle salle de théâtre, comme tu disais, pour accueillir les petites troupes. C'est aussi l'occasion pour nous d'élargir l'offre au niveau des familles qui parfois, effectivement, dans nos diverses réunions publiques, c'est souvent remonté que les familles étaient un petit peu les oubliées en offre culturelle, notamment théâtrale. Et c'est vrai que la création de cette salle supplémentaire nous permettrait justement de proposer des pièces et des représentations qui soient plus adaptées d'une manière générale aux familles, voire aux plus petits. Je te laisse enchaîner, Christophe. Alors, on est en plein dedans, encore sur la culture, sur l'animation. Donc, c'est vrai que les gens se posent, et la question de Claire, comment réintégrer le Guésy et Escoublac au centre du cœur de la ville? Bon, si vous m'élisez, vous allez intégrer le Guésy, parce que je serai sans doute le premier maire habitant le Guésy. Donc, au moins, là, il n'y aura pas de problème, vous l'intégrerez physiquement. Non, mais au-delà de cette boutade, je pense qu'on a à la fois la chance d'avoir des quartiers différents, résidentiels, des villages, des quartiers plus animés par le commerce. Il faut garder cette diversité, mais il faut pouvoir aussi les connecter. Et ça, c'est indispensable, parce que, comme vous savez, nous sommes face à la mer et ils sont très étendus sur la profondeur de la ville. Donc il faut pouvoir les connecter. Il faut pouvoir aussi, sans doute, créer des manifestations qui puissent relier tous ces quartiers. Des concours de pétanque, pourquoi pas interquartier. Oui, je pense des manifestations qui sont vraiment un lien indispensable. Et pour matérialiser ce lien, je vais mettre la maison des associations à l'emplacement des Salines. Vous savez, les Floralies, l'endroit qui est à peu près central maintenant dans la Baule, où vous avez déjà la salle des Floralies, vous avez le boulodrome, vous avez le rugby, vous avez la MJC. Je veux vraiment en faire un pôle associatif. J'y mettrai la cantine centrale, comme ça permettra aussi de pouvoir déjeuner sur place. Donc ce pôle central sera le pôle associatif où à la fois toutes les générations pourront s'y retrouver. Ceux qui veulent jouer au bridge, ceux qui veulent aller aux AVF, on mettra le siège des AVF à cet endroit-là, ceux qui veulent jouer à la pétanque, ceux qui veulent aller à la MJC. Donc on va créer vraiment un pôle intergénérationnel qui permettra d'être mieux sécurisé, d'être mieux protégé, d'être un peu plus attractif, un peu plus verdoyant. Et donc, on va voir vraiment là un pôle central associatif, parce que nous n'avons pas de maison des associations, et c'est bien dommage. Nous avons une petite maison des associations à Escoublac qui est ravissante, bien sûr qu'on préservera et qu'on gardera, mais il faut vraiment un pôle associatif solide au centre de la ville. Et oui, et d'ailleurs, pour connecter toutes ces animations, on mettra bien évidemment en place les navettes électriques interquartiers pour tout relier à des horaires adaptés pour que les enfants qui résident au Guésy, à Escoublac ou même à Bellon et Carquesso puissent accéder à toute la Baule facilement et librement, les enfants, mais également bien évidemment les personnes désirant prendre ces transports-là. Et comme le disait Franck tout à l'heure, on va aussi reconnecter et redonner une cohérence aux pistes cyclables pour donner du coup une plus de fluidité en termes de circulation. J'enchaîne du coup, Franck, sur une question qui est un petit peu plus personnelle, même si on l'a beaucoup entendue. Je pense que je te la repose car c'est une question du coup d'un des participants qui se demande si la Baule n'est qu'un marchepied pour toi et du coup à quand tes ambitions nationales ou quoi, comment J'ai du mal à faire rentrer ça parfois dans la tête de certains. Bon, j'ai écrit un livre, La Baule intime, j'ai essayé de tout expliquer en plusieurs dizaines de pages. J'ai fait un contrat avec les Baulois en disant que c'était un engagement pour 2 mandats, c'est-à-dire 6 et 6, 12 ans. J'ai 52 ans. J'ai eu, bien sûr,
une carrière derrière moi qui est importante, qui m'a permis à la fois de travailler à la tête d'une entreprise privée, mais aussi de travailler auprès d'un ancien président de la République, que vous connaissez pour certains, bien, et puis aussi de travailler auprès de ministres. Donc cette expérience-là, elle m'a permis de côtoyer énormément de monde, d'avoir un vrai réseau et d'avoir ces connexions indispensables pour une ville comme la nôtre. Et je veux la mettre au service de ma ville. Vous savez, moi, je me suis toujours présenté dans cette ville, sur ce territoire. Je ne suis jamais allé autre part. Ma famille est installée là, ma femme est ici, ma fille vient ici, mon frère vit pas très loin d'ici, ma tante aussi, mon oncle aussi. Je ne veux pas vous faire tout l'arbre généalogique. Donc, mon implantation, elle est ici. Donc, il était inimaginable pour moi de ne pas appuyer un moment sur le bouton pause et de me dire que ce ne serait pas ici. Donc, c'est ici, et c'est ici pour très longtemps, même peut-être jusqu'à la fin de ma vie. Vous voyez, sans doute. Et jusqu'à ce que Dieu me prête vie, en tout cas, je m'engagerai ici. Et donc, il n'y a pas de marchepied, il n'y a pas de volonté d'aller sur d'autres mandats. Non, c'est fait. Je garderai mon mandat de conseiller régional parce qu'il permettra d'être au service des Baulois. Et c'est très utile d'avoir cette connexion régionale, notamment une connexion financière, mais aussi en matière de grands travaux, parce qu'on le sait très bien, notamment on parlait tout à l'heure de la promenade de mer, il faudra des soutiens importants. Mais à un moment donné, on a envie aussi de se poser, d'avoir une vie normale et pas être partout à travers le monde. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de pays, j'ai voyagé énormément, mais mon port d'attache a toujours été ici et ce sera toujours ici. Ça ne changera pas, hein. On ne sortira pas ma famille de là, c'est là. Oui. Et je pense que ton envie de travailler et d'aider cette ville et d'amener cette ville vers quelque chose de meilleur. C'est une envie qui est partagée par toute la liste. Alors même si nous ne sommes pas tous nés ici, parce que de toute façon je crois que, moi ce serait impossible parce que je suis trop jeune. En tout cas, quels que soient tous nos parcours, tous nos colistiers, on a cette envie commune d'aider et de servir cette ville. Et il ne peut pas nous être reproché nos parcours personnels et nos parcours professionnels parce que ça forge nos personnalités et ça nous a également apporté et amené un œil neuf qui souvent est tout à fait bénéfique, les mélanges d'expériences. Notre leitmotiv, ça reste servir la Baule et faire en sorte que du coup les Bauloises et les Baulois se trouvent bien dans notre ville. Merci Annabelle. Christophe. Je vais rebondir sur ça. Et c'est vrai que tout le monde nous le dit quand on les croise. C'est souvent, oui, le lien qui vous unit, c'est pour la Baule. Et tous, parce qu'on a envie de vivre à la Baule, tout le monde a envie de rester ici et de faire prospérer la ville et de lui donner l'écrin qu'on a besoin de l'utiliser. Bien sûr. Donc là, j'ai une question normale, hein, on va dire, d'Elisabeth, sur le tout béton. Alors, le front de mer, bien sûr, il y a plein de questions qui nous arrivent. Sur le front de mer, le tout béton, est-ce que vous allez aménager des espaces piétonniers, des espaces vélos, donc on en a parlé, et des espaces aussi verts pour pouvoir que... Non, mais bien sûr, il faut qu'on lutte contre la bétonisation de la Baule. Il n'est pas question, mais il faut aussi laisser notre ville pouvoir s'organiser. Et c'est là où il faut être vigilant. Vous savez, on a beaucoup critiqué des maires précédents pour avoir laissé faire. Et je peux le comprendre. Le permis de construire, l'autorisation de permis de construire, c'est de la compétence maintenant du maire. Ça ne l'était pas avant 1983. Avant 1983, c'était l'État qui décidait des constructions. Aujourd'hui, c'est le maire. Et c'est beaucoup mieux. Et je ne voudrais pas qu'on revienne là-dessus. Je sais que le gouvernement a eu des velléités à un moment de vouloir revenir sur ça. Moi, il n'est pas question. Je défendrai le fait que c'est le maire qui garde le pouvoir sur le permis de construire parce que c'est celui qui est le plus proche de la population et qui peut décider lorsqu'il y a, comme on dit, une dent creuse, s'il doit y avoir une construction ou s'il doit y avoir un espace vert. Et ça, c'est très important. Je disais tout à l'heure qu'on est une ville-jardin au bord de l'océan. Il faut conserver ce concept de ville-jardin. Le végétal est aussi important, si ce n'est plus, que le minéral. Et cette complexité-là, elle est majeure sur cette ville. Alors, on aura tout le problème de la végétalisation de la promenade de mer, où beaucoup veulent des arbres, mais parfois pas plus haut que le deuxième, parce qu'ils habitent au troisième. Vous voyez un peu l'idée. Donc, il va falloir qu'on gère tout ça au mieux, mais en tout cas, c'est vraiment une priorité, c'est de pouvoir laisser cette ville respirer. Et parce que c'est notre atout. Les gens viennent aussi chez nous parce qu'ils ont l'impression de s'aérer. Ils sont face mer, ils sont heureux d'être là par cette présence de l'ensemble de toutes ces essences qui existent sur notre commune. Donc voilà, ça c'est vraiment un atout majeur qu'il faut préserver, tout en laissant la possibilité, bien sûr, aux uns aux autres de pouvoir aménager leur maison, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a besoin de moderniser le patrimoine architectural.
On ne peut pas vivre dans des maisons du XVIIIe siècle comme au XVIIIe siècle ou du XIXe siècle comme au XIXe siècle. Ça n'existe pas. Et en l'occurrence, à La Baule, les premières maisons datent de la fin du XIXe siècle et du début du XIXe siècle. Vous imaginez bien qu'elles ont besoin aussi de s'adapter. Oui, il y a également notre notre forêt à conserver, à valoriser. Et du coup, ça reste, comme tu parlais de poumon vert, pour nous c'est vraiment un poumon vert. Elle manque peut-être un petit peu d'entretien pour la remettre en valeur, mais c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Et également, quand vous vous baladez dans le quartier du Guésy, pour ceux qui connaissent, ça regorge de multitudes de petits parcs et jardins sur lesquels on a tout à fait envisagé dans notre programme de mettre en place des jardins partagés. Et vous parliez également, Elisabeth, d'aménager les espaces piétonniers. Il y a le mail paysager qui existe, que nous avons également prévu de prolonger, du coup, tout à fait dans cet esprit. Et si Elisabeth me permet, il y a aussi, vous pouvez aller sur le parc de la Torre, j'espère qu'elle connaît. C'est un endroit très intéressant qui est à Bellon, qui est un espace vert très agréable, qu'il faut aussi continuer à préserver et à développer. Tout à fait. Alors j'enchaîne sans transition, du coup, par une question de Stéphanie, qui demande quelles sont nos idées pour pouvoir garder les jeunes après leur bac sur La Baule, du coup. Ah, ça, les jeunes, l'avantage de cette ville, c'est qu'elle doit rester intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'elle doit attirer autant les jeunes de tous âges jusqu'aux plus âgés d'entre nous. Et c'est ça, sans doute, la plus grande difficulté. Parce qu'on sait très bien que des jeunes, pour s'installer ici, c'est compliqué. Et ceux qui vous disent qu'ils veulent faire une université ici, c'est impossible. On ne peut pas y faire d'université parce qu'il y en a déjà une d'abord à Saint-Nazaire, une autre à Nantes, et que, vu le prix du foncier, vous imaginez bien que ce serait très compliqué d'attirer des jeunes. On pourra sans doute faire une école supérieure, notamment avec Audencia, il y a un projet de pouvoir faire une école qui permettrait d'être dans les métiers du tourisme. Audencia n'a pas ces masters-là, et je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Ça permettrait d'attirer quelques dizaines, peut-être une centaine de jeunes sur La Baule. Mais bien sûr qu'on ne peut pas avoir d'université sur La Baule. Par contre, il faut qu'on conserve cette attractivité. Donc il faut qu'on accepte parfois qu'il y a un peu d'animation l'été, parce que vous savez, les mêmes qui nous reprochent parfois de dire qu'il y a trop de bruit, c'est les mêmes qui ne comprennent plus maintenant pourquoi leurs petits-enfants ne viennent plus les voir. Donc c'est à nous de nous adapter par rapport à ça. Il y a une ville à côté de chez nous, qui est Pornichet, qui a réussi à essayer d'adapter toutes ces générations. On doit vraiment gérer au mieux cette coexistence indispensable entre toutes les générations et attirer nos jeunes par parfois quelques manifestations qui sont vraiment de leur génération, et puis aussi avoir d'autres offres pour d'autres générations. C'est pas simple, c'est sans doute l'une des équations les plus difficiles par rapport à l'ADN de La Baule, c'est cette ville familiale, cette station familiale, comme on dit. C'est toutes les générations. Il faut que tout le monde se sente bien, comme on dit pour la lecture de Tintin, de 0 à 77 ans. Même plus que 77 ans, j'imagine. S'ils font leurs études en dehors de La Baule, il faut surtout qu'ils aient envie, la possibilité de revenir ensuite y vivre avec leurs enfants. Pour tout simplement voir leurs parents et prendre du plaisir. Exactement. Je vais tout de suite rebondir sur une question. C'est dans le thème post-Covid, le télétravail. Comment attirer les gens, développer l'économie? C'est une très bonne question. Sans doute que la période que nous venons de vivre ensemble, de ce confinement, a accéléré une tendance qui avait déjà lieu et qui était un positionnement intéressant pour La Baule. Il y a un sociologue qui a travaillé sur le développement de la région il y a quelques mois et qui a parlé de villes attractives, en parlant de La Baule, parce que de plus en plus de jeunes actifs veulent vivre au pays des vacances. C'est exactement ce positionnement-là qu'on doit avoir. C'est-à-dire qu'il faut qu'on attire une nouvelle génération de quadras qui se disent en fin de compte, pourquoi pas vivre en province? Pourquoi pas vivre au bord de la mer? Parce que nos métiers nous permettent de vivre à distance. Et c'est tout l'enjeu du télétravail. Donc le télétravail, bien sûr, il faut le développer. Alors il faut qu'on ait la fibre sur tout le territoire. Je crois que ça commence à arriver. Et là, la preuve, c'est que nous communiquons via la fibre. Mais il faut qu'on continue, bien sûr, à développer le télétravail, à la fois technologiquement parlant, mais aussi créer des espaces de coworking. Parce qu'on s'est aperçu pendant ce confinement que c'est bien de travailler chez soi, mais que parfois il faut un peu s'isoler avec sa famille. Et avoir des espaces de travail disponibles sur La Baule, c'est intéressant parce que ça permet de s'isoler tout en restant au bord de la mer. Donc on a vraiment là un modèle à continuer à développer parce qu'on le voit bien, on a vu les agences immobilières être assaillies de demandes depuis la fin du confinement sur des résidences principales et plus secondaires avec un peu de terrain pour pouvoir y vivre à l'année. Donc je pense qu'il faut qu'on profite de cet effet côte ouest
d'une certaine façon, et qu'on embraye vite parce que nous, on a tout intérêt à avoir une nouvelle population qui s'installe, qui consomme ici sur la ville et qui y reste toute l'année. C'est vraiment l'un des enjeux majeurs aussi de notre développement et de notre attractivité économique. Alors, je vais continuer dans le même thème parce que travailler, c'est bien, on a envie de vivre en vacances, mais qu'est-ce qu'on va donner comme projet au niveau des festivités sur la baie? Qu'est-ce qu'on va proposer? Qu'est-ce qu'on va essayer de proposer? Bon, il faut qu'on ait des manifestations à la fois bien sûr locales, et on a un monde associatif très efficace, très proche de la volonté des Bauloises et des Baulois, et ça c'est important, mais il faut aussi qu'on ait des événements qui nous portent au national et à l'international. Il faut qu'on continue, que la Baule soit une ville reconnue à l'international. Ça c'est un enjeu. Ce n'est pas signé ad vitam aeternam. Il ne faut pas se leurrer. Il y a plein de gens qui veulent nous piquer notre place. Donc il faut qu'on continue à avoir ce positionnement-là. Vous avez maintenant Saint-Malo, qui est à 2 heures de Paris. Vous avez Arcachon, qui est avec Bordeaux à 3 heures de Paris. Donc il faut vraiment qu'on garde notre visibilité et notre attractivité. Donc il faut qu'on ait des manifestations, notamment, moi je rêve d'avoir une nouvelle grande course. On avait eu pendant longtemps la Baule-Dakar, on a eu des grandes courses ici. Il faut qu'on ait vraiment le retour d'une grande course. On a le Vendée Globe pas très loin en Vendée. Il faut que chaque année ici, on ait une course nautique parce que quand même l'ADN de la Baule, c'est la voile, c'est le bateau, c'est la mer. Et donc, il faut qu'on soit attaché à cette image. Et puis, il faut qu'on continue à accueillir des manifestations, à la fois en saison, mais surtout hors saison, qui nous permettent comme ça aussi d'attirer des populations étrangères. Comme vous savez, on a besoin au niveau touristique de notre population française, de notre population francilienne notamment, régionale, mais aussi d'une population étrangère qui est plutôt constituée de la Grande-Bretagne, de l'Europe du Nord. Et donc cette attractivité-là, elle est essentielle parce qu'elle permet à nos établissements touristiques de vivre mieux. Et c'est pour nous un objectif. Donc on parlait tout à l'heure du tourisme d'affaires, mais aussi quelques manifestations sportives et culturelles de renommée nationale, si ce n'est internationale, sont utiles pour dans les 10 années qui viennent. Et oui, il nous reste une petite... Je Vous voulez compléter un petit peu? Ouais, je vais une dizaine de minutes encore. Je vais prendre une question. On lasse nos Voilà, alors, je ne sais pas si on dit nos téléspectateurs, nos internautes, tous ceux qui nous regardent. Voilà. Une question de Karine sur savoir ce que nous comptons faire pour soutenir nos commerçants, avec cette crise notamment. La crise, bien sûr, a frappé nos commerçants et les a frappés brutalement. Moi, j'ai essayé, avec les moyens de la région, de les soutenir, de les aider. On a passé une période très difficile où les établissements qui avaient de faibles trésoreries ont été vraiment pris en plein choc, frontalement. Et donc, on a essayé de les mettre à l'abri, ce qui n'était pas simple. Maintenant, on a la deuxième vague, qui est celle de la rentrée, post-saison. Et là, il faut qu'on soit très vigilant. C'est pour ça qu'on va mettre en place un guichet unique, parce que ce guichet unique avec la Carène, l'agglomération de Saint-Nazaire, avec Cap Atlantique, l'agglomération de la presqu'île de Guérande, et puis avec la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire, pour pouvoir suivre toutes les entreprises qui pourraient être confrontées à des difficultés majeures. Je pense vraiment qu'il va falloir être au plus près de ces difficultés qui arriveront, parce que la difficulté que nous avons vécue, il y a eu une protection qui a été faite par l'État, notamment avec le chômage partiel, notamment avec les aides de la région. Maintenant, il va falloir suivre toutes ces entreprises qui vont passer dans la tornade, la deuxième tornade qui peut arriver à la rentrée. Donc c'est vraiment pour nous une préoccupation. Et puis pendant l'été, il va falloir les aider à pouvoir se déployer. Bien sûr, nous allons les aider à pouvoir agrandir leurs terrasses pour ceux qui en ont. On va supprimer la taxe sur le domaine public pour l'année 2020. Ça va peut-être permettre de donner un petit peu d'air et puis pouvoir animer certains quartiers. Moi, je pense que le soir, peut-être entre 19h et 21h, pouvoir leur donner la possibilité de pouvoir aussi créer un peu d'animation, ce qui fait partie de la dynamique commerciale. Merci. Tu parlais de Cap Atlantique, du coup je vais rebondir car nous avons une question justement sur l'intercommunalité et savoir du coup quelle place nous comptons donner à la Baule dans Cap Atlantique. Et il y a également une question qui est un petit peu sur l'interco, moi je pense, qui concerne les mesures que nous allons prendre pour la gestion des nuisibles sur notre commune. Et qui, je pense, du coup, ne doit pas se confiner à notre commune, mais pour une cohésion de lutte, il vaut mieux que ce soit à l'échelle de l'interco plutôt. Oui, bien sûr. Je te laisse.
Bon, l'intercommunalité, c'est un enjeu dont on parle malheureusement pas dans cette campagne. Et je le regrette parce que c'est un enjeu essentiel, parce que de plus en plus de pouvoirs communaux sont passés aux intercommunalités. Quand on vous ramasse les poubelles le matin, c'est l'intercommunalité. Quand on gère les eaux fluviales, c'est l'intercommunalité. Quand on a une stratégie touristique pour la presqu'île de Guérande, c'est l'intercommunalité. Et le tourisme, c'est important pour nous. Donc il faut vraiment qu'on s'y attelle, qu'on travaille avec main dans la main avec toutes les communes. Ce n'est pas uniquement un débat La Baule-Guérande. C'est un débat avec les 15 communes. Toutes les communes. Il ne faut pas en laisser une de côté. Il faudra vraiment avoir un projet territorial qui englobe toutes les communes. Parce qu'en fin de compte, quand on vient à La Baule, on peut aller à Saint-Molf. Quand on vient à La Baule, on peut aller dans une autre commune comme Saint-Liphard, comme le Croisic, et c'est un enjeu global. Donc bien sûr que la ville de La Baule est une ville majeure parce qu'elle participe à 35% dans le budget de Cap Atlantique. Mais ne pensez pas que la Guérande n'est pas indispensable, parce que c'est une ville très attractive aussi. Ne pensez pas qu'une autre commune comme Mesquer n'est pas indispensable dans l'offre globale. Donc il faut vraiment penser 15 communes et pas penser une commune ou deux communes. Ça, j'y tiens énormément. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un projet territorial et un territorial qui emmène tout le monde. Je pense que c'est vraiment essentiel parce que la force de Cap Atlantique, c'est ces 15 communes. Et la force de Cap Atlantique et sa particularité, c'est d'avoir 3 communes en région Bretagne. Le reste est dans les Pays de la Loire, mais il y en a 3 autres qui sont dans le Morbihan, en région Bretagne. C'est la raison pour laquelle j'ai aussi sur ma liste un conseiller régional de Bretagne. Moi, je suis conseiller régional des Pays de la Loire, mais j'ai aussi un conseiller régional de Bretagne qui saura où accéder les bons leviers pour pouvoir d'aider Ferrel, Pénétin et Camouel. Ah, je n'ai pas répondu sur les nuisibles. Non, oui. Alors, sur les nuisibles, bon, il y a beaucoup de choses sur les nuisibles. On a toutes nos préoccupations, bien sûr, à l'endroit de tous ces résineux qui, bien sûr, créent des perturbations dans notre vie quotidienne. Donc, il faut qu'on ait une politique globale, pas uniquement municipale. Il faut qu'on ait une politique à l'échelle de l'intercommunalité. Parce que si on n'établit qu'une politique municipale, c'est vraiment, c'est le quant à soi et on ne regarde pas à l'extérieur. Donc voilà, donc, on aura là-dessus, à la fois sur la protection aussi des arbres, on n'a pas parlé de la politique de l'arbre, qui va être important parce que l'un va avec l'autre. Hein, il faut qu'on comprenne la politique de l'arbre. Et je pense qu'elle est incomprise des Bauloises et des Baulois, parce qu'elle n'est pas claire, parce qu'elle n'est pas limpide, parce qu'on a l'impression qu'on fait des choses qui ne sont pas toujours égalitaires. Donc il faut qu'on explique tout ça, à la fois la politique contre les nuisibles, à la fois la politique de l'arbre. Il faut qu'il y ait une politique cohérente qui sera incarnée par une personne, parce que je pense que là aussi, la fonction municipale, elle doit être incarnée. C'est ce qui fait la force de la vie politique, c'est de pouvoir incarner les responsabilités, que ce soit en matière de sécurité. C'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix personnel de prendre la responsabilité de la sécurité, parce que je pense que c'est une responsabilité très importante, et c'est le pouvoir du maire. Donc il n'y aura pas d'adjoint à la sécurité, ce sera moi qui sera le responsable, si les Baulois me font confiance, de la sécurité, et je veux que sur certains domaines, on se soit fortement incarné, parce qu'on ne peut pas se permettre de dire je ne connais pas tel responsable dans une commune de 17 000 habitants. Donc une dernière question. Ah, déjà? Eh oui, déjà. Bon, c'est dommage, parce que moi, je serais bien resté toute l'année. Énormément de plaisir. Bon, vous allez peut-être vous endormir. Hein. Donc, le parc d'activités de Bellon, Oui. on redynamise de quelle façon? Bellon, c'est vraiment une particularité dans La Baule et dans ces quartiers, parce que c'est à la fois un quartier d'entreprise et un quartier de résidence. Et c'est pas simple, parce que vous avez à la fois la vie de l'entreprise et la vie de gens qui vivent à l'année. Et en plus, on se le partage avec Guérande. Donc vous voyez la difficulté. Même parfois, moi, dans certaines avenues, je dis on est à Guérande ou on est à La Baule. Donc vous voyez, c'est pas simple. Donc on a un enjeu, bien sûr, de refonte de ce quartier-là pour qu'il soit encore plus attractif. Et il y aura des projets, notamment peut-être avec le départ des ateliers, qui permettront de pouvoir avoir d'autres projets. Et j'y pense notamment sur des projets à la fois de construction, de bâtiments de services. Et puis, on aura aussi ce côté attractif de Bellon qui doit être donné la part aussi aux espaces verts. Parce que quand on a une zone où vous avez de l'entreprise, il faut aussi avoir un équilibre avec des espaces verts. Et j'y compte beaucoup parce que Bellon, c'est un quartier
d'avenir. C'est un quartier central qui est de plus en plus central. Le fait est, c'est que la ligne de chemin de fer qui coupait La Baule en deux s'efface de plus en plus. Et vous le voyez bien, il y a un rééquilibrage qui se fait. C'est la raison pour laquelle je veux mettre la maison des associations au Floralie, parce que c'est vraiment maintenant au centre de La Baule. On aura la passerelle qui sera refaite l'année prochaine, les débuts des travaux l'année prochaine. Et ça nous permettra comme ça, très clairement, de pouvoir avoir un cœur de ville qui est beaucoup plus important que le cœur de ville d'aujourd'hui ou de la construction de La Baule à la fin du 19e siècle. Bien voilà, c'était la dernière question. Ah bon, voilà. Déjà oui, déjà. Bon, bah écoutez, Donc, merci de votre attention. Moi, j'ai été très heureux d'échanger sans vous voir, parce que c'est ça un petit peu la difficulté de l'exercice. Je préfère vous retrouver en réunion physique. Donc, on aura peut-être l'occasion de se voir à Escoublac. On a décidé de faire notre dernière réunion là où est née La Baule, c'est-à-dire à Escoublac, au complexe sportif Burban. Ce sera jeudi prochain à 19 h. Je compte sur votre mobilisation. C'est vraiment un rendez-vous majeur. Yves Mettereau a choisi de tourner la page de ses mandats successifs et maintenant il faut reprendre cette responsabilité qui est une responsabilité majeure. On s'y prépare depuis longtemps, on est prêt, on a une équipe soudée, une équipe rassemblée, une équipe rajeunie, renouvelée et donc on est prêt à assumer à la fois vos demandes, à la fois les enjeux de cette ville qui sont importants parce qu'elles se trouvent en concurrence permanente et qu'il faut qu'on continue à avoir cette qualité de vie, cet art de vivre qui fait qu'il fait bon vivre à La Baule. Écoutez, bonne soirée à tous et sans doute peut-être alors à jeudi prochain lors de notre réunion publique.